Un Premier ministre dans les prochaines 24 heures et le report des concertations à une date ultérieure, voilà en substance le contenu du message du président de la République par intérim Dioncounda Traoré, message qui intervient après la démission du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et de son gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu dans les 24 heures qui suivent et les concertations nationales des forces vives sont reportées à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, qui a également dit avoir reçu la lettre de démission du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et de son gouvernement. Je vous propose cette adresse solennelle du président de la République. Mes chers compatriotes, chers partenaires et amis du Mali, dans la nuit du lundi au mardi 11 décembre 2012, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a annoncé sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Cette démission m'a été formellement remise par écrit et j'en ai pris acte, en même temps que je l'ai accepté. Je voudrais saluer ici Cheikh Modibo Diarra pour les services rendus à la nation, pour ses qualités d'homme, ainsi que pour notre collaboration. En ce qui me concerne, j'aurai tout entrepris pour éviter une crise ouverte au sommet entre le président et le Premier ministre. Parce que le seul objectif qui vaille, c'est le Mali. Et le seul sacrifice qui vaille, c'est le sacrifice consenti pour les intérêts supérieurs du Mali. Si la démission du gouvernement, à la suite de celle du Premier ministre, est une pratique orthodoxe en démocratie, je voudrais vous assurer sur la conscience aiguë que j'ai des urgences du pays et de vos attentes en raison des préoccupants enjeux de sécurité globale et de la nécessaire continuité dans la gestion des affaires publiques. Dans les 24 heures, le Mali connaîtra son nouveau Premier ministre et son gouvernement d'ici la fin de la semaine. Mes chers compatriotes, les événements que nous vivons impliquent forcément un nouveau report de la date des concertations nationales. Ces assises, dont nous ne pouvons pas faire l'économie, ont pour but, vous le savez, de mettre en dialogue les forces vives de notre nation pour dégager une vision partagée et un consensus sur les voies et moyens de sortie de crise. J'ai personnellement veillé à ce que, dans leur préparation, ces assises restent dans le cadre de la Constitution. Et c'est pour permettre une approche plus inclusive et plus transparente que nous avions fait reporter leur tenue. Force est cependant de constater
qu'en dépit de ces mesures, il n'a pas régné au sein des parties prenantes ni la sérénité, ni l'humilité, ni l'esprit constructif sans lesquels ces concertations nationales ne seraient que diviser davantage les acteurs de la vie nationale au lieu de les unir. Les organes dont la création a été proposée avaient pour but de drainer vers le même but toutes nos capacités et toutes nos volontés positives. Certains, dont la Commission nationale aux négociations, seront mis en place incessamment. Je mesure aussi l'urgence d'une feuille de route traduisant d'abord un consensus sur ce que nous devons faire immédiatement, avec qui, comment et quand, et donnant ainsi des gages à nos partenaires ainsi que plus de légitimité à leur accompagnement. Car, ne nous y trompons pas, le Mali n'est pas une île perdue aux confins des océans. Le Mali ne peut pas vivre seul. Nous sommes membres à part entière de la communauté des nations et tenus par là même à remplir nos contrats. Concernant la feuille de route, nous sommes déjà très avancés et l'attente de la communauté internationale trouvera une réponse à la mesure de l'urgence. Et pour prévenir de futurs désagréments, en ayant tiré toutes les leçons, j'ai décidé de mettre en place une équipe plus légère, mais plus inclusive pour la tenue d'assises ayant les mêmes objectifs, mais sans la conflictualité que nous avons tous déplorée ces jours derniers. Chers partenaires et amis du Mali, je voudrais réaffirmer ici la pleine conscience des Maliennes et des Maliens de leur situation particulière et de leur responsabilité envers les autres peuples du monde et réitérer les requêtes que nous avons envoyées à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies, de même que celles spécifiques envoyées à la France et aux États-Unis d'Amérique. Nous souhaitons plus que jamais que le CONOPS, le concept d'opération stratégique, élaboré par la CEDEAO et adopté par l'Union africaine, permette au Conseil de sécurité de prendre rapidement une résolution autorisant le déploiement des forces africaines et amies du Mali. Je voudrais également réaffirmer notre ouverture au dialogue avec tous ceux qui, préalablement, renoncent à toute idée d'indépendance et d'autodétermination et à toute velléité d'atteinte à la laïcité de notre République. Mais chacun sait qu'il n'y a pas de dialogue possible avec le terrorisme, les crimes organisés, les narcotrafiquants. C'est pourquoi le volet militaire pour la sortie de crise, parce qu'il est incontournable, doit être préparé avec autant de détermination et de célérité. Mes chers compatriotes, nous devons nous préoccuper de l'image que nous renvoyons aux autres. Nous sommes un pays en crise, certes. Je suis le président d'un pays en crise, certes. Vous êtes les citoyens d'un pays en crise, certes. Et de surcroît, une crise multiforme et lourde de périls. Mais le Mali éternel doit demeurer. Parce que le sursaut est non seulement possible, mais impératif de notre part à tous et à toutes, le peuple et chacun des citoyens, l'armée et chaque soldat, les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux. Si nous ne constituons pas dès aujourd'hui la chaîne sacrée de l'entente et de la cohésion, nous resterons seuls face à notre tragédie. Je voudrais vous rappeler le 29 juillet dernier, et je cite, « Mes chers compatriotes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la politique politicienne, un temps pour les ambitions personnelles, pour les intérêts individuels et corporatistes, un temps pour les querelles partisanes. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la mobilisation de toutes et de tous pour sauver notre pays en danger. C'est le temps du dépassement et de l'oubli de soi. Il s'agit de faire du Mali notre seule priorité. Il s'agit de ne plus perdre de temps dans des polémiques stériles.
il s'agit de focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire notre intégrité territoriale et notre démocratie. C'est que notre attachement à notre pays, à notre intégrité territoriale, à l'unité de la nation, nous commande aujourd'hui, ce que les populations du Nord, nos compatriotes qui souffrent le martyre, ce que nos centaines de milliers de réfugiés et de déplacés nous demandent aujourd'hui, c'est d'être unis et solidaires devant l'adversité. Fin de citation. Alors, unissons-nous pour sauver notre patrie, unissons-nous pour préserver notre démocratie. Unissons-nous aussi derrière notre armée, qui, malgré les difficultés du moment et les hoquets de l'histoire, s'est résolument engagée à accompagner loyalement le pouvoir civil de transition dans l'accomplissement de sa mission. Mes chers compatriotes, je suis l'un de vous, je suis parmi vous, à votre écoute et attentif à toute solution pour le Mali. Je n'ai pas la prétention d'être le berger et vous un troupeau. Ma foi en ce pays est inébranlable, car je sais que la patrie prévaudra et qu'entre nous, à tous les niveaux, dans toutes les couches, il y a toujours davantage de compassion pour cette terre meurtrie et plus de passion pour un Mali prévisible et apaisé. Vive le Mali un, indivisible et laïque, que le Tout-Puissant nous inspire et nous protège. Je vous remercie. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis, un peu, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chants fleuris d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. L'instant, le président de la République par intérim. Ce message de félicitations du président de la République par intérim à son homologue burkinabé à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le professeur Dioncounda Traoré salue les efforts déployés par le président burkinabé en faveur de la paix dans la sous-région et en Afrique. Le président Traoré assure au président burkinabé sa constante disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre le Burkina et le Mali. Cet autre message du président de la République par intérim, message de condoléances, cette fois-ci, message adressé au président de la République du Sénégal suite au décès de Serigne Cheikh Mansour Sy, calife général de la confrérie des Tidjanes. Le président Traoré, en cette douloureuse circonstance, présente ses condoléances au peuple sénégalais. Le Premier ministre démissionnaire Cheikh Modibo Diarra n'est ni arrêté ni en résidence surveillée. Les forces armées et de sécurité ont cependant le devoir d'assurer sa sécurité. Ce sont les propos du capitaine Amadou Aya Sanogo, le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces armées et de sécurité, et affirme par ailleurs ne pas du tout être contre une intervention extérieure pour libérer le nord du pays. Le capitaine Sanogo évoque ici les circonstances de la démission de Cheikh Modibo Diarra. Il est au micro de Yaya Konati. Ça n'a été qu'une suite logique à tout ce que nous avons prévu, bien sûr, pour la bonne marche de cette nation. Parce que souvenez-vous qu'au lendemain des événements du 22 mars, et nous avons fait assez de sessions et pour arriver à l'ossature actuelle qui, de notre point de vue et du point de vue de l'ensemble du peuple malien, j'espère bien, était quand même une voie plus rapide de sortie de crise.
Et ce qui a donc amené la nomination de M. Cheikh Modibo Diarra comme Premier ministre du Mali. Mais il faut reconnaître que de nos jours, rien ne marchait. Parce que le monsieur, au lieu d'être chef d'équipe quand même pour conduire, était presque le point de blocage. Et pour diverses raisons. À savoir d'abord un Premier ministre qui n'a aucun égard pour d'abord le peuple. Parce que quand il dit, c'est même pas qu'il remet une démission au besoin. Ça c'est un. De deux, il ne reconnaît pas l'autorité du président de la République, dont nous, qui avons posé l'acte et qui l'avons choisi, reconnaissent toute l'autorité. Et au-delà de tout ça, un Premier ministre qui, en voyage de façon permanente, ne s'adresse à personne, ne rend compte à personne. Et ensuite, il faut voir que le blocage au niveau de l'équipe gouvernementale, qui ne dit pas son nom, parce que quand un Premier ministre est aussi ambitieux jusqu'à désigner, bien sûr, le dernier planton dans un service, et quand un Premier ministre qui, au moment de son choix, n'avait aucune ambition politique ou pour des élections, quoi que ce soit, mais est en train d'étrangler tout le pays et à les pieds sous le frein, et pour des ambitions personnelles démesurées, il fallait réellement agir au plus vite parce que ce pays-là n'a pas besoin de ça. Il faut reconnaître que ça fait des semaines et des semaines que ce même peuple m'envoie des délégations ici et pour venir réellement témoigner leur ras-le-bol pour diverses raisons. Et même hier seulement, quand les assises devraient se tenir, M. Cheikh Modibo Diarra était en partance pour Paris. Et alors que ces assises-là sont quand même constituent un point déterminant, bien sûr, de la vie de la nation. Et je pense bien qu'au-delà de tout ça, il fallait quand même s'associer, bien sûr, à tout ce peuple et pour essayer de prendre la bonne décision. En un mot, vous l'avez contraint à démissionner? On ne l'a pas contraint, on l'a facilité. Et parce que contraint, c'était s'il y avait des formes de violence ou autre. Et je pense bien, il y a quelques semaines de cela, lui-même il l'a notifié. Il dit si réellement on voulait son départ, il va donner. Mais pas au président de la République, ni à aucune autre structure. Mais à nous, il peut. Donc hier, nous avons réellement vu qu'il était besoin, il était réellement nécessaire de lui demander de remettre. Et d'où sa présence à Kati ici et pourquoi il nous l'a remis. Et qu'est-ce qu'il devient l'ancien Premier ministre, puisqu'il faut l'appeler désormais ainsi? On le disait arrêté hier soir, aujourd'hui on le dit quelque part à résidence surveillée. D'abord, permettez-moi de préciser quelque chose. Même à temps normal, on change de Premier ministre. À temps normal, un Premier ministre démissionne. Donc, ce n'est pas pourquoi ce cas spécifique peut porter beaucoup de suspicion. Et au-delà de ça, ce matin, j'apprends dans les informations comme quoi l'opposition avec les militaires et surtout notre équipe, c'est par rapport à une intervention dont M. Cheikh Modibo Diarra a tant souhaité appuyer sur le plan international et dont nous nous sommes opposés. Je tiens à préciser que cela est complètement décousu. Nous ne sommes jamais opposés à quoi que ce soit. La preuve en est, si vous avez souvenance, il y a un moment quand le président avait fait la demande au niveau des régionaux et donc, qu'est-ce qui fait encore à une intervention extérieure? Nous avons besoin tant que ça peut sauver des populations maliennes. Et quant à Cheikh Modibo Diarra, il va très bien. Il n'a donné cette démission sous aucune pression, sous aucune forme de violence. Mais seulement, et vous connaissez le Mali, au lendemain du 22 mars, les ministres du temps ATT, et on les a gardés ici pour leur sécurité, et ensuite on les a lâchés, ils vivent bien chez eux. Cheikh Modibo, ce n'est même pas le cas d'ailleurs. Il est actuellement chez lui depuis hier soir. Il a juste donné le papier et puis repartir. Mais nous sommes dans l'obligation morale et de le protéger, ainsi bien que sa famille, parce qu'on est dans un pays où tout n'est pas que nous. On ne peut pas le laisser à son sort comme ça, surtout au lendemain de telle prise de décision. Sinon, il va bien. Il n'est ni arrêté ni à résidence surveillée. Le temps que le nouveau Premier ministre soit nommé par son Excellence, M. le Président de la République par intérim, et il passe les consignes, et il sera libre de tous ses mouvements, comme tout autre ancien Premier ministre ou ministre du gouvernement ATT. Donc, ce n'est pas quelles sont les raisons qui nous pousseront quand même à lui rendre la vie difficile ou à lui faire un traitement particulier. Certains ont parlé d'un nouveau coup d'État. Certains partenaires du Mali parlent de votre ingérence dans les affaires politiques. Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est loin d'être un coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui est démocratiquement élu. C'est un Premier ministre nommé. Et c'est nous, dans l'accord cadre, qui l'avons désigné. Donc, est-ce qu'on peut aller à l'encontre du monsieur gratuitement? Non. Et au-delà de tout ça, et nous rassurons le partenaire du Mali, l'État c'est une continuité.
Le Premier ministre pouvait démissionner de lui-même naturellement. Il pouvait être les choses changées par son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais l'administration, quand même, c'est une continuité. Donc, je pense que tout va bien et tout est acquis. Le nouveau Premier ministre rentrera bien sûr dans ses fonctions dès que le Président de la République le décidera. Il va faire l'équipe qui d'ailleurs même va être en majeure partie formée par l'ancienne équipe, parce qu'il faudrait réellement qu'il y ait une continuité aussi vite. Donc pour que rapidement, il parle des assises que le peuple malien et l'opinion internationale attendent, et ensuite faire une feuille de route, et finalement attendue par tous, pour que ce pays-là puisse démarrer et que nous puissions rapidement faire face à notre mission. Est-ce à dire pour vous que l'événement ou l'incident, si on peut l'appeler ainsi, est sans incidence sur la transition? Aucunement. C'est changement d'un Premier ministre. Il reconduit les membres de l'ancienne équipe. Il en ajoute s'il veut. Tout qu'on fait, cette décision revient encore au Président de la République. Et nous continuons notre mission. Parce que l'autre danger que je tenais réellement à préciser au-delà de ça, parce que quand un Premier ministre quand même est l'organisateur des marches de protestation, ou des marches, je ne sais pas de quelle nature dans une ville, quand un Premier ministre va jusqu'à payer les paisibles citoyens et pour sortir et pour sa cause, et pire, quand un Premier ministre arrive jusqu'à payer quand même des officiers, sous-officiers et puis militaires du rang des forces armées pour se lever et l'appuyer ou l'assister au cas où il devrait partir, je pense que là c'est dangereux. On a déjà un acquis, il y a la stabilité, et le Mali a déjà connu une avancée sur le plan national et international. Il suffit juste de combler par les deux actes, les assises et puis choisir une bonne feuille de route. Donc en un mot, il devenait réellement un danger pour ce pays. Et l'ossature existe, reste. Mais maintenant, le nouveau Premier ministre va reconduire une équipe et le Mali marche. Et pour terminer, quel rôle est-ce que vous entendez jouer pour le reste de la transition? Le reste de la transition, vous savez, c'est par décret que je suis président du comité militaire de suivi des réformes des forces armées et de défense et de sécurité, bien sûr. Et ça a été créé par loi. Il a été nommé par décret du président de la République actuelle. Je m'occupe pleinement de mes fonctions, nous sommes en plein là-dessus. Mais même là aussi, je ne vous l'apprends pas, de mars à maintenant, depuis la nomination de ce Premier ministre, il n'a posé aucun acte. Tout ce que le ministère de la Défense a demandé pour l'équipement ou assister les forces armées de sécurité, et il n'a pas fait mouche, soit disant que réellement, il n'y a rien, ou tout est bloqué. Au moment peut-être où il se trouve quand même dans des hôtels de luxe et consorts en Europe ou par-ci par-là. Donc moi, je pense que c'est un peu une insulte vis-à-vis du peuple. Et personnellement, pour être très franc, je m'occupe bien de ma fonction, ça me va très bien. Mais même si demain le peuple malien, je dis bien le peuple malien, pour qui on a fait toute cette concession, ce peuple malien pour qui on a lâché beaucoup de choses, décidait que je joue un rôle autre que président du comité militaire, je vais m'assumer. Mais si tel n'est pas le cas, je m'occuperai bien de mes fonctions et je ne me plains pas. Ce que je peux ajouter à cela, et je tiens à le réaffirmer, et la situation actuelle du Mali est qu'on peut bel et bien avancer. Et nous avancerons. Et même au-delà du cas du Premier ministre, si d'aventure quelqu'un devrait essayer pour des ambitions personnelles démesurées et alourdir le système ou mettre un terme, je n'hésiterai pas une seule seconde à aider et assister M. le Président de la République et pour que celui-là ne soit pas réellement un goulot d'étranglement pour le Mali. On n'en a plus besoin. À votre arrivée, on parlait essentiellement de libération du Nord. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Effectivement, libération du Nord, c'est vrai. Nous devons réformer et rééquiper cette armée pour deux raisons. Pas pour le Nord seulement, parce que l'armée a besoin. Mais je vous dis aussi que le point de blocage, c'était encore lui. On n'a pas demandé un équipement qu'il a entériné. On n'a pas demandé de moyens qu'il a donnés. Et tout ce qu'on est parvenu à mettre sur place actuellement, c'est là, c'est vérifiable. Et c'est par les petits moyens qu'on a eu par-ci, par-là, pour essayer de remettre quand même l'existant à niveau. Et sans quoi il n'a été d'aucune utilité dans ce domaine aussi. Mais si, par exemple, il a toujours ce même message comme quoi c'est sa priorité, mais malheureusement, dans la pratique, on n'a pas vu de priorité parce que juste là, le Premier ministre, M. Cheikh Modibo Diarra, démissionnaire, n'a pas donné un seul équipement à l'armée malienne. Et vous êtes là-dessus, et qu'est-ce que vous faites présentement pour la libération du Nord? On est là-dessus en plein, on se prépare, et vous savez, stratégie militaire oblige, mais je le dis encore, l'armée malienne ne se prépare pas simplement pour la guerre actuelle. C'est vrai, on doit le faire tant que besoin y est, on doit le faire si la décision politique émane. Mais au-delà de ça, l'armée malienne a besoin d'être réformée, rééquipée, et pour quand même que ce citoyen, à tous les niveaux du pays, de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire dorme tranquille, sachant bien qu'il y a des forces armées
capable d'assurer bien sûr la sécurité et la culture des populations pour que ce qu'on vit aujourd'hui n'arrive plus. 2 décrets présidentiels viennent de nous parvenir. Décret numéro 22-707 PRM du 11 décembre 2012 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sur la présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement, les dispositions du décret numéro 22-193 PRM du 17 avril 2012 portant nomination du Dr Cheikh Modibo Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra en qualité de Premier ministre et du décret numéro 22-479 PRM du 20 août 2012 portant nomination du projet. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 11 décembre 2012, signé le président de la République par intérim. Et décret numéro 22-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Django Sissoko est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Voilà. Les travaux de la 17e édition de l'espace d'interpellation démocratique se sont achevés hier soir. Une longue journée d'échange entre citoyens et gouvernements sur des sujets comme la spéculation foncière, l'exécution des décisions de justice ou encore l'occupation du nord du pays par les bandits armés. À l'issue des travaux, le jury a fait plusieurs recommandations. Compte rendu Amadou Sankari. Tout au long de cette journée d'échange entre interpellateurs et membres du gouvernement, les questions relatives à la justice, à la spéculation foncière étaient au centre des débats. Occasion pour les citoyens d'exposer leurs problèmes devant le jury. En réponse, certains membres du gouvernement ont apporté des éclairages par rapport à plusieurs dossiers. Par contre, pour des raisons de procédure ou de temps, certaines questions n'ont pas eu de réponse. À l'issue de cette longue journée de débat, les 7 membres du jury ont formulé des recommandations. Le jury recommande une amélioration du chronogramme de l'EID en organisant le dépôt des dossiers d'interpellation à compter du 1er janvier de chaque année jusqu'à la date limite du 31 juillet. Le jury invite le département en charge du foncier à mettre en place le logiciel de gestion électronique du cadastre qui permettra de réduire significativement la problématique des attributions multiples d'une même parcelle. Le jury salue la concertation enclenchée entre les différentes autorités attributaires et affectataires du foncier. La situation qui prévaut dans les régions nord du Mali n'a pas laissé indifférent le jury. Le jury d'honneur condamne avec vigueur l'inacceptable invasion des régions nord du Mali par les groupes armés avec son cortège de violations graves et massives des droits de l'homme sous toutes ses formes jamais égalées au Mali. Assassinats, tueries, viols, pillages, enrôlement des enfants par les groupes armés, déni des libertés les plus fondamentales et élémentaires, principalement aux femmes, de même que la destruction du patrimoine historique national et mondial. Enfin, le jury a formulé des vœux pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. L'inspection des services de sécurité et de la protection civile vient de s'agrandir. 8 nouveaux inspecteurs ont prêté serment ce matin à la Cour suprême de Bamako. La vocation des inspecteurs, je vous rappelle, est de contrôler le fonctionnement des services de sécurité et de protection civile. Ils veillent également à l'application correcte des règlements des services de sécurité. Ils ont ainsi été envoyés à l'exercice de leurs fonctions par la présidente de la Cour suprême, Mme Doumbia Niamoy Touré. Voilà donc 8 nouveaux inspecteurs qui ont prêté serment ce matin à la Cour suprême de Bamako. Septième session stratégique du ROCARE, réseau ouest et centrafricain de recherche en éducation. Les experts des 16 pays membres sont en conclave à Bamako. 3 jours de débat sur les nouvelles orientations du ROCARE à travers l'adoption des nouveaux plans stratégiques 2012-2016, un plan qui aura pour objectif principal de faire avancer l'éducation au sein de ses États membres. Abdrahman Meiga. 3 jours pour faire avancer l'éducation dans 16 pays africains. Voilà l'objectif auquel s'attelle une vingtaine d'experts du réseau ouest et centrafricain de recherche en éducation. Pour y parvenir, les participants se sont fixés un certain nombre d'objectifs à atteindre.
parmi lesquels il y a le partage et la discussion des attentes de la coopération suisse pour la poursuite du partenariat, l'examen et l'adoption du manuel de procédure du ROCARE, l'évaluation du programme de subvention, sans oublier l'analyse des difficultés rencontrées par les réseaux au cours de ces 23 ans de parcours. Nos systèmes éducatifs font toujours face à de nombreux défis. Défis d'accès, défis de maintien, défis de qualité, bref, défis d'existence en tant qu'outil de développement. À cet effet, je me permets de poser la question suivante. Nos écoles pourront-elles répondre un jour aux besoins de nos peuples? Cette rencontre de Bamako verra également l'adoption du plan stratégique du ROCARE pour la période 2012-2016. Le présent plan stratégique repose, entre autres, le bilan prospectif de l'évaluation antérieure couvrant la période 2011-2013 et prend en compte les efforts déployés par le réseau en matière de recherche en éducation. Le réseau ouest et centrafricain de la recherche en éducation ne se porte pas bien. Nous vous exhortons à plus d'esprit critique, sans partisanerie et sans complaisance, car seule une dynamisation des organes pourrait sortir le ROCARE de son état de récession. Les experts vont également mettre à profit la présente rencontre pour réfléchir sur d'autres sujets indispensables à l'atteinte des objectifs du ROCARE, notamment les problèmes de financement de la recherche, le retrait de certains partenaires et la qualité de ses prestations. 4e session du comité de pilotage du Centre national de promotion du volontariat, la validation du rapport d'activité 2012, celle des propositions pour la prolongation du projet du volontariat sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. La création du Centre national de promotion du volontariat et le déploiement de 100 volontaires sont les résultats enregistrés à Galia Gagissa. Cette 4e session du comité de pilotage du Centre national de promotion du volontariat se fixe plusieurs objectifs. On peut entre autres noter la validation des rapports d'activité au titre de l'année 2012, l'examen et l'adoption du projet du volontariat au terme de la première phase, la consolidation du Centre national de promotion du volontariat. Quelques mois seulement après la réglementation du volontariat au Mali, beaucoup de réalisations ont été faites dans ce sens. Ce qui retient mon attention le plus et qui est très positif à mon avis, c'est ce déploiement d'une centaine de volontaires nationaux, tout profil confondu, santé, éducation, environnement, auprès de 72 structures d'accueil, dont à peu près 2 tiers de collectivités décentralisées. Le Mali, votre pays, à travers l'adoption des lois encadrant le volontariat national et l'opérationnalisation du Centre national de promotion du volontariat, appuie davantage cette approche qui permettra de pérenniser et d'asseoir les valeurs civiques et citoyennes au profit d'une jeunesse responsable. C'est pourquoi les autorités maliennes fondent beaucoup d'espoir dans la pérennisation des actions du volontariat au Mali. J'exhorte le personnel ici présent à poursuivre et à renforcer les activités visant à atteindre les objectifs suivants. La mobilisation des volontaires à travers des personnes qualifiées, hommes et femmes, en particulier les jeunes. Le renforcement des capacités de la société civile, des collectivités locales à travers des activités leur permettant de se prendre en charge. Et enfin, le renforcement de l'esprit du volontariat dans la société civile malienne. Des attentes qui seront sans nul doute comblées car le volontariat est fort ancré dans les traditions maliennes. Ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de décembre 2012, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plomb 730, pétrole lampant 545, gaz oil 645, distillate diesel oil 647, fuel oil 455, jet à 1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 1136 francs CFA.
L'actualité nationale en bref a été dominée par les activités de la campagne 2012 de lutte contre le VIH et le sida. À Mopti, à Bamako, on parle de conférence débat de l'ONG Coaching for Hope. Garibou Peru nous résume le tout. En 5e région, dans la commune de Sio, la MPPF Action Mopti a fait don de fournitures scolaires et d'un chèque de 1 500 000 francs CFA à l'association des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette cérémonie de lancement de la campagne 2012 s'est achevée par une visite des stands de dépistage en présence des autorités locales. Toujours dans le cadre des activités du mois de décembre dédiées à la lutte contre le VIH-Sida, le Lions Club International Mali a organisé dimanche dernier une campagne de dépistage volontaire. Le club s'est rendu au complexe scolaire Mali Univers à Falédié en commune 6. Cette campagne vise à atteindre le slogan « Zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro cas de décès ». Environ 500 000 francs CFA, c'est le montant que l'association Al-Oul Baïti vient de partager entre 12 orphelins. La cérémonie de remise a eu lieu samedi dernier à l'école Medersa Al-Oul Baïti à Korofinan. Ce geste vise ainsi à alléger les souffrances de ces enfants privés d'affection parentale. L'ONG Coaching for Hope, en collaboration avec la Fédération malienne des sports des personnes handicapées, a organisé une conférence sur le thème « Jeunes leaders et leadership ». L'objectif, selon le conférencier, est de développer les notions de leadership chez les jeunes. La conférence a regroupé les responsables d'ONG, les autorités scolaires et les élèves du établissement. Plus de 300 adhérents de 82 sociétés coopératives de la sous-préfecture de Néguéla, cercle de Kati, ont reçu une formation en méthode directe d'application des techniques agricoles, notamment la récolte du coton. La formation a lieu dans un champ de coton de Néguébabougou. Moussa Fane pour le compte-rendu. Les membres de 82 sociétés coopératives des 4 communes de la sous-préfecture de Néguéla, cercle de Kati, viennent de bénéficier d'une formation pratique aux méthodes techniques de récolte du coton. Agricole du coton. Pour l'instant, le champ est celui de Tchassé Koulibaly du village de Néguébabou. À bonne qualité, on est en train de faire des sensibilisations et des formations. Donc, cette activité nous permet vraiment de faire passer ce message. Comment avoir une bonne qualité du coton depuis le début du semis jusqu'à la récolte. Et à la récolte aussi. Quels sont les itinéraires à suivre pour avoir une bonne qualité du coton jusqu'à l'usine. Quand on vient dans le champ, je crois que c'est plus pratique qu'au niveau du bureau. Ça nous permet vraiment de bien passer le message dans le champ que dans le bureau. Pour les initiateurs de la rencontre, la méthode directe d'application des techniques agricoles de la récolte du coton permet aux producteurs de récolter de bonnes qualités. Sport football, la 3e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée au stade Modibo Keïta par 2 rencontres. Battu lors de la 2e journée, la Somme a bien réagi en s'imposant 2-0 devant l'ASB. Pour sa part, le Djoliba AC a pris le meilleur sur l'AS Bakaridjan avec le score minimum 1-0. Une rencontre chaudement disputée selon notre reporter Aljumatina. 1-0 au terme des 90 minutes devant l'AS Bakaridjan et le Djoliba Athletic Club qui enregistre sa seconde victoire en Ligue 1 pour sa 2e sortie. Tout est parti sur cette percée d'Idrissa Balo et voilà l'ancien tandem de l'ASB qui fonctionne à merveille. Jusqu'à la conclusion, Amra Malé d'un tir croisé ouvre le score à la 52e minute. Ensuite, plus rien à se mettre sous la dent. Si ce n'est les nombreuses situations infructueuses du Djoliba Athletic Club. À celle-ci s'ajoute la densité physique dont on fait montre les déformations. Ce qui va d'ailleurs déboucher sur des cartons jaunes ici et là. Avec comme corollaire 2 exclusions. Idrissa Traoré à la 62e minute côté Djoliba et Mohamedou Traoré à la 85e minute dans le camp de l'AS Bakaridjan. Victorieux sur le score minimum, les Rouges de Bamako ne retiennent que les 3 points. Loin d'être parfait en ce début de championnat, le Djoliba Athletic Club jouera dimanche lors de la 4e journée contre le club olympique de Bamako, ce qui sera son premier test grandeur nature.
Association sportive de Bamako, Association sportive olympique de Misra était la seconde opposition de la soirée. Ayant opté pour l'offensive, ASB et Assom ne misaient que sur une éventuelle victoire pour conforter leur position. Et c'est l'Assom en orange qui sortira victorieuse et réalise par la même occasion son tout premier succès de saison. Lassana Diarra, depuis la 12e minute, fait parler son fameux jeu de tête, obligeant le portier international cadet de l'ASB, Souri Itraoré, à aller ramasser le ballon dans ses filets. Malgré l'envie des jaunes de Grand Tibougou en deuxième période, ils finiront par encaisser leur second but. Adama Sidibé, à la 85e minute, permet à l'Assom de tuer tout suspense. 2-0 score final. Au compte de la prochaine journée, il y aura Assom ASCO et ASB Centre Salif Keita. Je vous reprends donc avant de fermer cette édition les deux décrets que nous avons reçus au cours de ce journal. Décret numéro 22-707 PRM du 11 décembre 2012 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sur la présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement, les dispositions du décret numéro 22-193 PRM du 17 avril 2012 portant nomination du Dr Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra en qualité de Premier ministre et du décret numéro 22-479 PRM du 20 août 2012 portant nomination des membres du gouvernement sont abrogés. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 11 décembre 2012, signé le président de la République par intérim, le professeur Dionkunda Traoré. Décret numéro 22-708 PRM du 11 décembre 2012, portant nomination du Premier ministre, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Django Sissoko est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 11 décembre 2012, signé le président de la République par intérim, professeur Dionkunda Traoré. Nos programmes se poursuivent avec dans quelques instants le journal télévisé des formations, une présentation de Mohamed Touré. Demain 10h et 13h vous seront présentés par Ndeye Sissoko. Je serai là si tout va bien pour les éditions du soir. Ayons une pensée profonde pour nos parents des régions occupées. Merci et bonsoir à tous.